Donc j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite à ma gauche Dominique Cunin, qui est donc artiste, chercheur, enseignant à l'Université de Valenciennes. Voilà, vous avez vous êtes en train de faire un doctorat sous la direction de Jean-Louis Boissier. Vous êtes intervenant chercheur dans le cadre de l'ENSAD Lab, donc l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et vous êtes coordinateur de l'atelier de recherche et de création œuvres partagées depuis 2006 à l'ENSA de Nancy. Voilà, absolument. À vos côtés, Xavier Boissary, qui est donc auteur-réalisateur d'applications interactives, qui a réalisé toute une série de dispositifs numériques conçus comme des langages, Culbuto, Sculpture Mobile, le BAL, qui a reçu le prix SACD en 2002, c'est ça ? Voilà. Et Ring. Il s'intéresse beaucoup aux questions de la mobilité, notamment avec le projet Bandoneon, qui était un organisme urbain mobile avec un surf, ou Phase, qui était un paysage audiographique. C'est cela. C'est un projet actuel. Le projet actuel. Ah non, excusez-moi, non. Phase, c'est un projet relativement ancien, effectivement. Oui, voilà, pardon. Je confonds. Là. Pas celui que vous allez présenter, d'accord. Voilà, vous avez fait aussi Avignon Paysage du Festival, qui présentait une carte vivante alimentée en temps réel par des contributeurs en 2009, et Topophonie, une installation sur un paysage sonore qui est en cours, sur la topographie du lieu. Et vous citiez tout à l'heure aussi un travail que vous êtes en train de mener sur le bassin minier. Donc, qui n'est pas un travail artistique à proprement parler, mais c'est un travail de cartographie situé avec des parcours mobiles pour découvrir le patrimoine industriel du bassin minier. Donc, je trouve le territoire ici assez passionnant. Absolument. C'est riche. Et donc, à la gauche de Xavier Boissary, Jonathan Tannant, qui est développeur de logiciels et d'applications, voilà, qui a une formation musicale à Paris 8, c'est cela ? D'origine, et un DESS jeux vidéo au CNAM, qui sont des fidèles de la maison, notamment grâce aux Imagiciens. Vous êtes intervenant extérieur dans l'ENSAD Lab aussi, qui vous réunit. Donc je vais vous laisser faire la présentation de votre intervention sur la création artistique pour support mobile, spécificité et outils, qui va être une sorte de parcours de cartographie de différents projets, notamment avec une perspective internationale. En effet, merci beaucoup à toute l'équipe du Phénix de nous avoir invités aujourd'hui. Donc nous n'avons pas vraiment préparé quelque chose d'extrêmement formel compte tenu du temps et du format table ronde qui a été défini pour tout ça. Donc ce qui est assez intéressant par rapport à l'intervention précédente, c'est que quelque part notre rencontre à tous les trois est un petit peu à l'envers, dans le sens où les choses ont commencé plutôt à partir aussi, en tout cas de mon point de vue, sur l'écran mobile comme étant un support éventuel, un support potentiel pour la création artistique. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une approche geek, comme il a été dit tout à l'heure? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est vrai que cette question a émergé assez rapidement, en l'occurrence en 2007, lors de la création de l'ENSAD Lab et du laboratoire Forme de la mobilité, et aussi parallèlement aux enseignements que je donne ici même, donc au bâtiment juste voisin de l'Université de Valenciennes en tant qu'ATER cette année sur un module spécifique sur la mobilité. Donc il s'avère que l'apparition de l'iPhone et de tous ces avatars que sont l'iPod et l'iPad, et aujourd'hui tous les concurrents qui ont été vaguement cités tout à l'heure dans la première intervention, ont assez tôt finalement suscité un intérêt et aussi beaucoup de questions, et à travers ces questions, beaucoup de problèmes. Alors pour répondre à un certain nombre de ces problèmes, nous avons essayé d'abord de comprendre quels étaient ces objets, qu'est-ce qu'ils permettaient de faire ou de ne pas faire, puisqu'il fallait aussi essayer de jauger le potentiel effectif de ces appareils comme étant des supports éventuels de production plastique, de création artistique à part entière, et non pas, comme il a déjà été dit aussi, de quelque chose qui chercherait absolument à tout
tout prendre comme possibilité technique d'un seul bloc, de pouvoir tout faire bouger, d'avoir toutes les modalités d'interaction possibles et imaginables dans une seule application. Avant de rentrer un petit peu plus dans les applicatifs et un certain nombre d'activités que je mène en parallèle entre ici, Paris et encore d'autres lieux, on pourrait déjà dire que les écrans mobiles, effectivement, ont cette particularité de permettre un certain nombre de modalités d'interaction qui découlent dans une certaine mesure sur des modalités éventuelles de lecture, comme on l'a vu tout à l'heure, de consultation, aussi bien de texte que d'images animées ou d'images interactives, et ce, à travers finalement la main, de manière extrêmement directe, puisque l'écran, dans le cas de l'écran mobile, devient évidemment l'objet, l'objet écran, et notre main, nos mains peuvent intervenir de manière extrêmement directe avec la représentation, avec l'objet qui est représenté. Alors, beaucoup de possibilités existent. On sait qu'on a... Non, c'est bon. On a donc la géolocalisation, on a l'écran tactile, on a un certain nombre de capteurs qui sont embarqués à l'intérieur de ces écrans-là. Et ce que j'avais imaginé commencer, c'était d'abord poser aussi la question à Jonathan Tanon, ici présent, en termes, avant de parler peut-être en termes strictement artistiques, ce qui nous intéresse en premier lieu, finalement, du point de vue aussi du développeur, c'est aussi quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Finalement, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que s'appréhende un développement, une création effective d'un programme interactif pour écran mobile comparativement à ce qui ne l'était pas? Alors, au niveau des appareils mobiles, en fait, il y a un certain nombre de problématiques qu'il faut prendre en compte. C'est les problématiques de taille de l'écran, de taille du contenu, de puissance en général de calcul, parce qu'on a souvent des plateformes qui sont un peu moins puissantes que d'autres qu'on peut voir, que les PC, les Mac, les grosses machines. Il y a aussi des problématiques de mobilité, de durée de vie de batterie, etc. Et tout ça fait que ça introduit un certain nombre de contraintes qui peuvent être adressées, par l'utilisation des bons outils qui sont apparus, comme des outils comme Unity, des outils comme... voilà quoi. Donc là, en fait, c'est effectivement ce qui est assez intéressant d'un certain point de vue, c'est qu'en termes de création plastique, en tant qu'auteur, on est aussi finalement confronté à ces mêmes problématiques, même si on n'en a pas nécessairement conscience, puisque l'artiste n'est pas nécessairement un ingénieur et n'a pas vocation à le devenir a priori, mais certains d'entre nous, et c'est d'ailleurs mon cas, ont une certaine volonté quand même de pratiquer les choses. Dans le projet qu'on a vu juste à l'instant, il a été question du prototypage, qui a été quand même quelque chose d'important pour se rendre compte de quelles étaient les étapes qu'il allait falloir suivre, les modifications qu'il allait falloir apporter au contenu lui-même, et essayer finalement de restreindre un certain nombre de choses pour garder une forme, c'est peut-être un peu exagéré de dire d'efficacité artistique, mais en tout cas de faire attention à ne pas déborder de trop. Et finalement, ces contraintes de format, d'écran, de taille, de vie de batterie, de puissance de calcul, qui ne sont pas les mêmes que celles auxquelles nous sommes habitués sur des machines plus puissantes, qui sont elles aussi portables, mais ce n'est pas tout à fait la même mobilité finalement à laquelle on fait face, surtout par rapport à l'usage des réseaux, qui a été immédiatement évidemment prise en compte. Une autre question qui finalement a été un peu séparée de ce qu'on a été amené à appeler la question des écrans mobiles, mais aussi de leur contexte. Bon, il y a aussi l'aspect un peu plus géolocalisation, soit comment un écran mobile peut aujourd'hui faire aussi office d'appareil qui permet de se repérer dans un espace qui aujourd'hui reste encore un espace essentiellement extérieur, même si on sait qu'aujourd'hui un certain nombre de recherches se font pour avoir des technologies qui permettent de localiser un écran ou un appareil dans un espace intérieur. Sur ce pan d'activité, Xavier Boissary a une certaine expertise depuis quelque temps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je peux en parler un petit peu.
beaucoup. Ou beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir faire des choix. Donc effectivement, j'ai expérimenté le dispositif qui utilise la mobilité depuis 2008 à peu près. Donc à travers la création d'une plateforme, c'est une démarche un peu différente de celle de Mobilizing. Voilà, dont Dominique va parler tout à l'heure. Et puisque l'idée de la plateforme en fait, sur laquelle j'ai travaillé, c'est une plateforme utilisable par les artistes pour créer des contenus en mobilité, donc des contenus classiques, des photos, des vidéos, des sons, des textes, accompagnés donc de données de localisation. Et l'idée, c'était d'imaginer justement qu'est-ce que ces nouveaux types de contenus pouvaient offrir comme espace de création aux artistes. Donc c'est une démarche qui est assez expérimentale, qu'on a menée dans le cadre de festivals d'art numérique, et aussi pendant le festival d'Avignon, donc en association avec l'école d'art d'Avignon, pendant 2 années, donc c'était la 2e année cette année. Donc la première année, la plateforme était relativement ouverte, on l'a proposée à plein de publics différents. Je vais peut-être lancer la carte. Donc, un petit clic, si ça marche. Et donc on a travaillé sur une représentation de la ville, d'abord un travail cartographique avec des artistes, sur cette idée en fait de la relation entre l'espace mental et l'espace physique. Donc c'est un travail de cartographie qui est pas du tout un travail administratif, de carte administrative, mais plus un travail sur les représentations mentales de la ville avec les étudiants de l'école d'art qui ont cartographié de mémoire leur pratique en fait de l'espace, et à partir de ce travail de plasticien, on a regardé quels étaient les points communs entre les différentes représentations pour pouvoir donc réaliser après une représentation 3D de la ville d'Avignon qui a servi de support en fait à la création de contenus créés en mobilité. Donc là on est en Wi-Fi, donc ça va mettre un petit temps à charger, mais c'est pas grave. Et donc durant le premier festival, en fait, 2009, des terminaux mobiles étaient prêtés au public pour créer des contenus en mobilité de manière relativement libre, sauf qu'on conseillait à chaque participant en fait de choisir un thème pour qu'il y ait une certaine cohérence dans le parcours. Et après, donc tous ces contenus étaient restitués sur la carte, diffusés sur Internet. Donc voilà la carte. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de molette sur les Mac. Avec les 2 doigts. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est pas grave. Pourquoi pas? Oui, ça, c'était pas prévu au programme. Tac. Alors, on va prendre voilà, une très grande contributrice. Et donc il y a une centaine de participants qui ont créé des contenus, donc des amateurs, des artistes. Ça a été assez intéressant comme travail d'expérimentation, puisque comme il n'y avait pas trop de contraintes en termes de démarche artistique, finalement on a pu voir plein de types de formes émerger de ce dispositif. Et donc le résultat global n'est pas forcément de la plus grande homogénéité, forcément, mais ça change. Mais donc ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et donc nous avons reconduit en fait cette histoire une 2e année avec l'école d'art d'Avignon, avec une démarche beaucoup plus concentrée, puisque ces 4 artistes qui ont été sélectionnés, 4 jeunes artistes sortis d'école, qui ont construit un projet artistique autour de la plateforme. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec une plateforme donc assez, comment dirais-je, unique, donc les 4 démarches artistiques qui ont émergé sont 4 démarches artistiques radicalement différentes les unes des autres. Donc on a eu une contributrice, par exemple, qui a fait un travail de collecte, donc de cartographie par collecte. Une 2e artiste, Liebering, qui a fait un travail plus situationniste, donc créant des parcours à partir de règles situationnistes. 4e contributeur,
qui a fait des performances à intervalles réguliers dans la ville, des performances situées. Et puis, donc on a, et puis une quatrième personne. Ouais. J'ai pas l'habitude. J'apprends. Et une quatrième personne qui a eu une démarche donc de cartographie sonore en fait de la ville, les sons étant spatialisés sur la carte. Donc après, quand on revisite cet espace, on a toute une évocation de paysages sonores. Et donc on continue l'aventure avec le Festival d'Avignon. Et puis l'école d'art, cette année, dans un atelier au long cours, en fait, tout au long de l'année, sur des recherches de formes de création en mobilité, en fait. Donc avec beaucoup de bonheur, puisque pour... travaillant sur le numérique depuis très longtemps, j'étais très contraint, en fait, sur une chaise devant mon écran. Et j'en avais un peu... ras-le-bol de cette contrainte, et donc finalement la principale chose qu'on a gagnée, c'est une grande émancipation quand même. Donc la mobilité, c'est vraiment ce que ça nous a apporté de plus au début, hein. C'est la capacité en fait d'investir l'espace, hein. C'est complètement idiot, mais il y avait une certaine absurdité à travailler sur un écran, assis sur une chaise, être scotché sur son écran. Après, monter des dispositifs dans des espaces de diffusion dédiés, donc avec des choses relativement statiques. Et finalement, la chose vraiment extraordinaire, c'est de se rendre compte que le concept de virtualité était vraiment étrange, dans le sens de ce qui est potentiel, puisque les potentialités dans l'espace physique, à mon sens, sont bien plus grandes que dans l'espace numérique. Donc du coup, toute cette démarche, c'est vraiment une démarche de, comment dirais-je, de blending, de mélange de ces modalités, de ces espaces d'information, et toute la mise en relation entre espace physique et espace mental. Voilà. Et donc la prochaine étape sur cette plateforme, c'est d'accéder au contenu en déambulation. Donc on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'au lieu de cartographier les données sur support numérique diffusé sur écran Internet, finalement on enrichit l'espace tangible avec des formes plastiques, des parcours d'artistes qui sont accessibles in situ à l'endroit de leur création. Donc on s'affranchit complètement finalement de l'ordinateur. Enfin, c'est des nouveaux ordinateurs, hein. C'est quand même... Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure concernant les contraintes. Enfin, c'est vrai que c'est contraignant pour un développeur de développer sur mobile, mais avec un peu de recul, on appelle ça l'iPhone 4, par exemple, on appelle ça un smartphone, mais bon, c'est un ordinateur, hein. Bon, la fonction téléphone, elle est annexe par rapport aux autres possibilités du support. C'est quand même un ordinateur qui est miniature. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est un ordinateur qui est miniature avec aussi toute la complexité qu'elle amène. Et donc ça nous relance un peu sur la question des outils. C'est comment développer ces applications-là sans avoir besoin d'avoir une équipe d'ingénieurs, parce que c'est des plateformes qui deviennent de plus en plus complexes. Et un iPhone, voilà, pour programmer tout et exploiter toutes les capacités d'un iPhone pour faire une application numérique, ça demande une certaine complexité. Donc je vais te laisser présenter un peu. Voilà, donc là ici on vient effectivement de voir ce qui est quand même un pan de recherche assez important sur la question finalement du déplacement dans l'espace physique et d'une certaine forme de relation qui peut exister avec une carte qui est représentée, ou alors qui est représentée aussi bien en temps réel que de manière différée, hein, qui est consultable plus tard, après avoir fait un certain parcours, qui va restituer une certaine forme d'expérience. Donc cette forme de contexte, hein, qui est finalement aussi liée typiquement à la mobilité même de cet écran, est une forme de contexte à laquelle on pourrait aussi finalement trouver une autre forme de contexte qui est vraiment celle plutôt de la consultation. C'est-à-dire que cet écran qui va pouvoir être baladé à peu près partout, il est aussi lié à des formes d'habitude, à une relation assez directe qu'on a avec les images qui nous sont données à voir dans cet écran. Et ce type de contexte est finalement plus lié à l'écran et à une image
qui est donné à voir ou donné à expérimenter dans l'écran lui-même et qui ne va pas aller forcément chercher à utiliser des informations de positionnement dans un espace général. Donc sur les questions techniques qui viennent d'être un peu abordées aussi, certes, ces appareils sont très intéressants parce qu'ils semblent avoir un potentiel fort. Simplement, lorsque, en tant qu'artiste plasticien, on souhaite prototyper les choses de manière directe, de manière rapide, comme si on pouvait le faire peut-être pas de la même façon qu'avec un croquis, mais en tout cas avec des outils qui existent sur les machines Mac et PC actuelles depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui on est quand même un peu embêté parce que, à part faire ce qu'on appelle du développement bas niveau, donc avec des langages de programmation qui sont un peu complexes, on n'a pas trop d'autres solutions. Donc pour essayer de donner un peu plus d'air dans ces problèmes-là, nous avons engagé en fait la création d'un langage de programmation simplifié à destination des artistes plasticiens qu'on a nommé donc Mobilizing, que je vous présente ici. Donc Mobilizing existe maintenant depuis 2 ans, en tout cas il a été commencé il y a 2 ans et il commence à prendre un peu de consistance depuis quelques mois maintenant. Donc aujourd'hui on peut faire un certain nombre de choses avec cet outil qui est open source. Évidemment, on ne cherche pas à répondre au manque d'ouverture d'Apple, qui a été aussi exprimé tout à l'heure. En tout cas, à notre échelle, qui reste modeste, on essaye en tout cas d'offrir un outil qui peut être utilisé et partagé par une communauté d'utilisateurs qui ont l'intention de développer des applications artistiques interactives sur les écrans mobiles. Aujourd'hui, Mobilizing fonctionne sur iPhone, iPod Touch et iPad, et nous avons bon espoir qu'un jour ça puisse être porté aussi sur d'autres formes de plateformes qui sont aussi des écrans mobiles au même titre. Alors Jonathan Tannant, qui est donc ici, est le développeur en chef, on va dire, des parties les plus complexes et les plus techniques, et je suis co-auteur. Donc Mobilizing est aujourd'hui utilisé par exemple ne serait-ce qu'à l'université de Valenciennes. J'ai peu d'étudiants ici, mais j'en ai au moins 2 qui vont bientôt devoir s'y coller. Ils n'ont pas trop d'autres solutions. Pour vous donner une idée des choses que l'on peut faire avec Mobilizing, ici je peux vous présenter deux pièces qui ont été réalisées par Mayumi Okula, qui est ma partenaire et qui est aussi artiste. Donc là, il s'agit en fait, on voit pas très bien, mais il s'agit d'une bille que l'on fait circuler donc sur un livre ouvert, sur l'image d'un livre ouvert, et dans l'ombre de cette bille se révèle le texte. Donc on a ici quelque chose qui aurait été un peu ennuyant à développer entièrement. Ah, on voit rien. Ah oui, on ne voit absolument rien. C'est extrêmement sombre. Est-ce que vous allez mieux voir en haut? Est-ce que là c'est moins sombre? Non? Un petit peu. Un petit peu, ouais. J'ai pas de chance avec. Non, ça marche pas non plus. Si, on voit là. Si, Ouais, c'est quand même très sombre. Mais bon, tout ça pourrait être testé. Ouais, je suis trahi par la vidéoprojection. Ici, en fait, c'est une photographie aussi d'un livre avec des bonbons très transparents qui sont disposés par-dessus. Et en fait, l'image est totalement floue. Et lorsque vous touchez l'image, vous faites la mise au point sur ce qui est en fait l'image de ce livre. Et vous découvrez que vous ne pouvez lire le texte qu'à travers les bonbons, car c'est le seul endroit où la mise au point est nette. Et toutes les autres zones restent floues. Bon, quelque chose comme ça, qui va utiliser le multitouch, ou dans le cas de ce que je n'arrive pas à vous montrer avec la bille, qui va utiliser donc les accéléromètres, qui vont permettre de créer un système de balancier et de faire se déplacer un objet dans l'espace de l'écran, est un peu ennuyant à programmer. Avec un outil comme Mobilizing, on a réussi à faire ça en une quinzaine de minutes. C'est-à-dire que le vrai travail était plutôt sur les photographies, comment les prendre pour avoir une belle ombre, comment faire en sorte qu'on arrive à lire le texte, etc. Donc finalement, c'est plutôt sur tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est contenu dans l'application, tout ce qui est esthétique,
et le principe même de l'application qui devient important. Mobilizing tente, dans toute sa modestie, on va dire, de simplifier au maximum les démarches que des artistes plasticiens pourraient avoir pour prototyper d'eux-mêmes ces choses-là. Donc on arrive à la fin de notre temps. Alors juste pour terminer, je voulais vous montrer quand même quelques images de ce qui s'est passé assez récemment, en l'occurrence au Japon, puisque nous avons réussi à créer un lien assez fort avec diverses institutions d'enseignement artistique au Japon autour de Mobilizing. Ici, il s'agit du YAMAS, un institut d'enseignement et de recherche sur les nouveaux médias et les productions artistiques. Donc nous travaillons actuellement en collaboration et ce sont des photographies qui ont été prises il y a 1 semaine et demie. Donc nous essayons de faire en sorte que cet outil soit aussi un peu géré de manière internationale. Ce qui veut dire que la petite équipe qui est celle de Jonathan et moi-même est en train tout doucement de s'ouvrir vers des horizons un peu plus lointains. Et donc ici, il s'agit aussi de workshops que nous avons faits à l'Université d'art de Nagoya, toujours avec Mobilizing. Donc les étudiants, finalement, ont une possibilité concrète d'agir d'eux-mêmes avec leur propre appareil et de voir le résultat de leur travail sur l'appareil sans passer par un spécialiste, développeur, qui va nécessairement devoir formaliser pour eux, cristalliser l'application à un certain moment pour qu'ils puissent la tester immédiatement et du coup penser aussi l'appareil mobile comme étant un support de création artistique, car c'est quelque chose qui nous semble important, de pouvoir tester les choses en l'état, sans forcément devoir avoir des paliers de test. Voilà. Merci. Je propose peut-être... Je propose peut-être quelques questions ou réactions, si vous en avez. Oui ? Qui ? Premier ? Oui. J'avais 2 questions. Une pour Xavier Boissary, qui était quelle était la nature en fait de la collaboration avec le Festival d'Avignon, tout simplement. Et l'autre question qui est peut-être plus une question d'ordre méthodologique et général, qui est faut-il finalement simplifier les outils à usage des artistes ou faut-il leur proposer des collaborations avec des scientifiques de haut niveau? Et mon expérience, bref, je rien là-dessus. Mais en tout cas, il me semble que c'est une vraie question de méthodologie et qui me paraît assez essentielle sur le rapport qu'on souhaite développer entre les artistes et les technologies. Alors, sur la collaboration avec le festival en tant que tel, sur les 2 premières années, donc la démarche a été mise en place, la première année avec Arte, qui est partenaire du festival, au sein de l'école d'art, qui est le foyer du festival. Mais il n'y avait pas de collaboration avec des artistes invités du festival. La 2e année, donc c'est un peu la même configuration, sauf que il n'y avait pas le côté reporter amené par Arte. Et la 3e année, on va travailler de manière plus serrée, plus resserrée avec le festival, puisque l'école d'art va être complètement investie par le festival. Et donc on sera plus ou moins l'épicentre. Voilà. Donc je ne peux pas vous détailler exactement l'étendue de ce qu'on va faire et des collaborations, mais ça va être beaucoup plus intense que l'année dernière. Et sur la seconde question ? Pour Dominique Hunab. Oui, alors le problème peut se prendre de plusieurs façons, il me semble, puisque lorsque on souhaite avoir une production plastique, il me semble que c'est important aussi, lorsqu'on travaille avec les nouvelles technologies, d'en avoir déjà une certaine connaissance, mais aussi surtout une certaine, non pas maîtrise, mais une façon quand même de pouvoir les aborder par soi-même, sans forcément aller toujours chercher la collaboration avec des spécialistes qui peut être requise
à partir d'un certain stade d'évolution du projet. L'idée de mobilizing est à la fois de permettre la création d'applications de manière définitive, mais aussi de prototypage, qui éventuellement permettent non seulement d'appréhender ce qu'est le support lui-même, parce qu'il est quand même un peu différent de ce qu'est un ordinateur plus fixe ou alors d'un ordinateur portable. Et ensuite, si le projet qui se dessine et qui se construit nécessite des avancées ou des résolutions techniques qui ne sont pas apportées, alors dans ce cas-là, oui, travailler peut-être avec des équipes ou alors des spécialistes me semble effectivement quelque chose d'intéressant. Le cas de la collaboration artiste-ingénieur est quelque chose d'assez complexe en termes déjà de vocabulaire, puisqu'on a parfois du mal à se comprendre, c'est pas qu'on vive pas dans le même monde, mais on ne fait pas toujours référence aux mêmes choses quand on utilise certains types de vocabulaire. En l'occurrence, quand on parle d'abstraction, du point de vue plutôt du plasticien et de l'artiste, on va faire plutôt référence à un système de représentation du monde ou d'une forme de réalité. Si on parle à quelqu'un qui est plutôt spécialiste vraiment pur et dur du développement en informatique, il va penser en termes d'abstraction, plutôt en termes programmatiques, c'est-à-dire de pouvoir généraliser un problème qui va donner un cadre de programmation. Et là, du coup, on se retrouve dans des situations où on n'arrive pas à se faire comprendre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai moi-même collaboré avec des ingénieurs qui étaient parfois de très bon niveau. Il me semble que d'ailleurs Jonathan en fait partie, soit dit en passant. Donc, moi, il me semble important, de la même façon qu'un outil comme Processing, par exemple, a tenté de donner un accès aux artistes plasticiens à une pratique effective des nouvelles technologies, sans forcément dire non à une collaboration avec des personnes qui seraient beaucoup plus compétentes dans le domaine. Ça me semble être quelque chose d'important de pouvoir avoir une prise en main effective de ces choses-là. Donc en termes de méthodologie, nous, c'est ce à quoi on aspire. C'est de pouvoir quand même ouvrir une certaine porte pour des personnes qui, a priori, n'ont pas forcément besoin ou envie d'aller plus loin dans l'ingénierie en elle-même. Et comment dire, d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de Processing pour concevoir Mobilizing. On a toujours eu en tête le fait de concevoir un langage qui se suffise à lui-même, qui soit facile d'accès. Les gens qui connaissent, les artistes qui utilisent Processing, et il y en a quand même pas mal dans ce milieu-là, peuvent passer sur Mobilizing très facilement parce que c'est le même langage, tout simplement. Voilà. Merci. Seconde question, dernière. D'accord, une intervention. Oui, c'est juste pour savoir si l'année dernière, il y avait assez peu de développeurs pour Android et iPhone. Est-ce que c'est toujours le cas cette année en France? Voilà, c'était rapide. Je ne sais pas exactement combien il y a de développeurs Android, mais c'est vrai qu'en France, il y a une espèce de mode de l'iPhone. L'iPhone est quand même beaucoup plus développé. Moi, j'ai beaucoup de collègues développeurs iPhone. Oui, la direction Android, le marché est assez demandeur de développeurs Android, effectivement. Ouais, tout à fait. Il n'y en a pas tant que ça. Non. Donc là, on voit bien qu'on croise aussi des problématiques de marketing et de diffusion qui dépassent largement les simples enjeux de la création. Je vous propose justement de rebondir sur l'intervention suivante de Laure Casalini et de Jean-Louis Delmotte, que j'invite à me rejoindre.